sommes le dimanche 24 octobre et je vous prends pour un nouveau vlog. J'ai pas vlogué cette semaine parce que, comme je le pensais, au niveau du travail, c'était les vacances sur Vaud, en Suisse. Il y a 2 semaines de vacances et j'ai travaillé tous les jours, donc 4 journées de 10 heures sans pause. Quand vous travaillez avec les enfants, vous n'allez pas les laisser comme ça. Plus une journée de 8 heures. Du coup, j'avais pas vraiment de choses à dire. J'ai lu, oui, ça oui. J'ai pas reçu non plus de colis qui méritait d'être ouvert en vlog. J'en ai reçu un aujourd'hui avec Amazon. On va l'ouvrir ensemble. Le seul colis que j'ai reçu vraiment pendant la semaine, en fait, c'était une mystery box des éditions Plume Blanche. Je me suis commandé une deuxième. Je ne sais pas si quand ce vlog sortira, j'aurai déjà publié la vidéo. Elle est déjà filmée. Je ne sais pas si je l'aurai par contre publiée ou si je la publierai après ce vlog. Mais oui, j'ai pris une deuxième box de chez les éditions Plume Blanche. C'est mon cadeau de Noël de la part de ma maman. Et ça, je l'ai vraiment filmé en vlog, en unboxing. Ça dure 20 minutes, quelque chose comme ça. Mais là, du coup, on a un petit colis. Je vais aussi vous parler de mes lectures en cours. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Il faisait très beau. Il a fait très beau cette semaine. Vraiment, on a eu beaucoup de chance pour cette première semaine de vacances. C'est le pied du Jura, entre la frontière Suisse et France, où je travaille et où je vis. On a vraiment une chance. Le Jura, la Dôle, les couleurs sont magnifiques en automne, dans les arbres et tout. Je vous ai un petit peu filmé, tout petit peu, pendant qu'on se baladait avec les enfants. Parce que je fais attention de ne pas les filmer eux, ou seulement de dos. Je ne sais pas si j'aurais déjà mis les plans avant de vous parler, ou si je les mettrai après. Mais j'ai filmé un tout petit peu la nature, les chevaux, qu'est-ce qu'il y avait? Un chat aussi. Voilà, on a filmé un petit peu avec les enfants, on trouvait ça joli. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on a été au cinéma, on a été voir, comment ça s'appelle déjà? Sans vous dire de bêtises, on a été voir Le Loup et le Lion. Oui, parce que des fois je dis le lion et le loup et le lion. Donc le loup et le lion, avec les loulous. Je vous mettrai, j'ai fait aussi un petit plan au cinéma, bon, il n'est pas génial, mais bon, je vous le mettrai aussi. J'ai beaucoup aimé ce film, c'est à partir de 6 ans. Et je conseille vraiment d'aller le voir avec les enfants parce qu'il est mignon. Les paysages sont magnifiques. La relation entre le loup, le lion est trop jolie. Avec la jeune femme, Alma, qui devient leur maman d'adoption, est très belle aussi. On y traite aussi des sanctuaires pour les loups. Du fait qu'il y a des fois des personnes qui les capturent, mais pas par méchanceté, pour les mettre dans des sanctuaires. Parce que c'est une race de loup qui est menacée. Et que du coup, ces gens-là... Une fois que les loups se sont reproduits, ils les relâchent dans la nature, les petits loups, une fois qu'ils sont adultes, pour repeupler cette race qui est en train de disparaître. C'est ce qui s'est passé avec les lynx, justement, tout le long du Jura. Petit à petit, il y en a à nouveau, alors qu'il y a quelques années, il n'y en avait plus à cause du braconnage. Et on nous montre aussi l'aspect des cirques. Alors, attention, hein, je ne juge pas. Il y a des cirques qui sont très bien, je ne veux pas dire le contraire, mais on sait qu'il y a des cirques qui maltraitent leurs animaux. Je ne parle pas par là de mettre des doses d'anesthésiants, ça c'est un peu normal hein, pour des félins. Mais je parle des cirques qui, on le sait, pour certains, maltraitent l'animal en le brisant. Et ça c'est évoqué dans le film. C'est pas montré, mais c'est évoqué assez explicitement. Vous avez le chef du cirque, qui est donc le dresseur de fauves. Il veut faire montrer à son fils comment on brise un animal, en l'occurrence le lion du film. Et son fils, il a peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, c'est pas dit, mais à peu près. Donc il va avec son papa, il aime bien, c'est son lion à lui, il l'aime bien. Il lui fait écouter de la musique classique et tout, il s'aime bien avec le lion. Et on a cette scène où on voit juste le visage du petit garçon quand le papa lui dit « on va briser le lion ». Et on entend justement le papa avec le fouet briser le lion, lui dire des paroles horribles. Et on voit petit à petit que le petit garçon, ça le traumatise, il n'a pas envie de faire ça au lion. Donc c'est bien, ça nous montre qu'il y a des cirques pas honnêtes. Je dis pas que tous les cirques sont comme ça, c'est pas le but. Hein. Mais c'est pour montrer, et d'ailleurs le petit garçon que je garde, il me demandait quand il écoutait ça, c'est quoi ce bruit? Pourquoi le petit garçon il est tout triste? Donc je lui ai expliqué, voilà, il est en train de taper le lion, parce qu'il estime que pour qu'il soit obéissant, il faut le taper pour le briser. Briser, il ne comprend pas à 7 ans ce que ça veut dire, mais le restant il a compris. Donc voilà, il a dit, ça c'est pas bien. C'était un film vraiment sympa. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est que j'ai trouvé un petit peu simple. Quand le lion et le loup s'enfuient, il y a du cirque et du refuge pour rejoindre leur maîtresse. Le SWAT intervient et ils ont ordre de tirer sur le lion.
mais à aucun moment on nous dit qu'ils peuvent tirer sur le loup. À croire que parce qu'il est d'une espèce en voie de disparition, qu'il soit dans la nature, c'est pas grave, mais le lion, lui, il faut le tuer. Et vis-à-vis de ça, quand ils arrivent tout près de chez leur maîtresse, qui vit au Canada, elle vit sur une île qui lui appartient, c'était celle de son grand-père, elle les retrouve, et elle leur dit, il faut qu'on nage jusqu'à notre île, jusqu'à la maison, le SWAT ne pourra plus rien nous faire. Pourquoi est-ce que le SWAT ne pourrait pas tirer sur le lion une fois qu'ils sont sur l'île privée? Alors ok, c'est une île privée, mais ça reste un animal sauvage. J'ai trouvé ça dommage parce que, voilà, je vous dirai pas comment ça se passe, mais à la fin, enfin oui, spoiler, à la fin ça se finit bien, ils retournent sur leur île, donc le SWAT ne fait rien. Au final, ils ne peuvent pas tuer le lion. Et on se retrouve quelques jours plus tard, elle nous fait un joli concert sur l'eau de piano, parce qu'elle est pianiste, et les fonds iront pour la protection des animaux, ce qui est très bien. Le public est sur des petites barques sur le lac. Il n'y a que les deux scientifiques du projet des loups et le parrain de la jeune femme qui sont sur l'île. Et il y a le lion et le loup qui se promènent à quelques mètres de la fête. Bon, ils font rien. Ok, je veux bien. Mais on ne nous explique pas. Enfin, je veux dire, il y avait le SWAT. Il y avait les gardes frontières, enfin les gardes forestiers, je veux dire. On ne nous explique pas comment elle a pu garder ses animaux même encore quelques semaines. Et je trouve ça un petit peu... voilà, c'est un peu simple, quoi. Mais sinon, c'est un bon film que j'ai bien aimé. Sinon, niveau lecture, je suis en train de lire Le trône des sept îles d'Adaline Grace, chez De Saxus. Cette édition est absolument magnifique. Elle brille de partout. On est dans un récit fantasy. Avec moi, c'est très souvent le cas. Nous sommes dans un royaume avec plusieurs îles. Vous les voyez là. Et chaque île, en fait, a une spécificité de magie. Par exemple, et elles sont toutes dirigées par contre par celle qui est au centre, Arida. Et c'est une famille royale, les, comment on dit ça déjà, Montara, qui dirige tout ce royaume. Donc les différentes îles ont chacune une magie, comme j'ai dit. Arida, c'est la magie des âmes. Valuka, c'est la magie des éléments, l'eau, l'air, le feu. Il y en a une autre, Kurmana, la magie de l'esprit. Bref, vous voyez, ça, ce concept, c'est super sympa. Et donc, on a la princesse Amora, ça va être son anniversaire. Et le jour de son anniversaire, elle va devoir faire une démonstration de sa magie, donc la magie des âmes, pour montrer à son peuple, lors d'une grande fête, qu'elle est digne d'être l'héritière Montara, qu'elle est digne d'être l'animancière, je crois qu'on dit comme ça, du royaume. Et l'animancier actuel, ben, c'est son papa. Et malheureusement pour elle, ça ne va pas se passer aussi bien que prévu. Et elle va devoir être jugée vis-à-vis de ce qui va se passer. Et elle va s'enfuir avec un homme, Bastien, qui s'avère être un pirate. Elle va s'enfuir, mais pas pour se cacher. Elle veut essayer, parce qu'elle a entendu lors de la fête qui lui était dédiée, des choses qui ne lui ont pas plu vis-à-vis de son père, vis-à-vis du royaume. Elle pense qu'il y a des choses à creuser afin de devenir une bonne héritière et de leur prouver qu'elle est digne d'être leur future reine. C'est assez agréable comme livre. Moi, j'aime beaucoup. Ce ne sera pas un coup de cœur, mais ça reste agréable. Une bonne lecture, voilà, on va dire ça comme ça. Je pense quand même que je le préfère actuellement, parce qu'il y a aussi des sirènes, et donc des pirates, comme j'ai dit. Et je pense que je le préfère pour l'instant au Royaume assassiné, d'Alexandra Christo, qui était aussi chez De Saxus, que j'ai lu. Le personnage d'Amora, par contre, au début du livre, c'est un peu... Moi, princesse Amora de Visidia, moi, je vais être la grande reine, moi, je vais être la grande arimancière. Autant vous dire que quand elle ne réussit pas son examen, elle redescend un peu sur terre. Mais voilà, après, le nom, par contre, me fait énormément rire. Amora, ça me fait penser à la moutarde. Bon, l'autrice, elle n'y peut rien, elle ne doit pas savoir qu'il existe une moutarde qui s'appelle Amora en France, mais... Ensuite, je suis en train de lire Toutes nos couleurs de Sophie Boucher. Sophie Boucher, chez Cherry Publishing, je crois que c'est. C'est Nina Quill qui en a parlé dans une de ses vidéos il y a bientôt 2 mois. C'est une romance entre deux femmes. Une romance classique, il n'y a pas de surnaturel, quoi que ce soit. Pour l'instant, j'aime bien. Moi, j'en suis même pas à 30%, donc c'est encore récent, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment bien développé. Les chapitres sont longs, c'est pas rikiki. Les personnages sont bien développés aussi. J'ai l'impression qu'on va aussi partir un peu sur...
par moments sur, entre guillemets, un homme quand il boit, les mots pas sympas qu'il peut avoir, le fait d'être isolé de ses amis. En tout cas, on part sur le fait que le personnage principal a essayé de se suicider une année avant, ça c'est sûr. J'aime beaucoup, je vous en reparlerai, mais là c'est vraiment trop récent. Mais j'aime beaucoup cette lecture pour l'instant. Ensuite, je suis sur le tome 2 du Paris des merveilles de Pierre Pével, qui se passe donc à Paris, hein, le titre. On est dans un Paris, je ne vais pas vous résumer le tome 2, ni même le tome 1, mais on est dans un Paris où en fait, dans les années 1900, un petit peu après la construction de la Tour Eiffel, sauf qu'on est dans un Paris où l'outre-monde, le monde de la magie surnaturelle, s'est déclaré aux humains avant la création de la Tour Eiffel. Et on y retrouve donc du coup des chats, même à Paris, hein, des chats avec des ailes. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est un Azincourt qu'on voit sur la couverture. On a des elfes, on a des fées, on est des fois dans l'outre-monde, on est des fois à Paris, on est dans les années 1900. La Tour Eiffel est par contre pas du tout la Tour Eiffel qu'on connaît. Là, comme elle est magique, enfin comme elle a été financée en partie par l'outre-monde, la Tour Eiffel est en bois blanc. Voilà. Et puis il y a des sirènes dans la Seine, des farfadets dans les bois de Vincennes, des choses comme ça. À ce niveau-là, c'est super drôle, j'aime beaucoup. En plus, on a tous les noms de rues de Paris, il y en a qu'on connaît, qui sont très célèbres. Même moi qui suis allée qu'une fois à Paris, je me rappelle vaguement, mais c'est super sympa comme ambiance. J'aime beaucoup. Après, c'est écrit, moi je trouve que c'est écrit assez petit. Hein. Mais c'est agréable. Et en plus, c'est un auteur français, donc ça fait toujours plaisir des fois de lire un peu du français. Et ma dernière lecture en cours de Samantha Shannon, c'est The Bonne Saison, premier tome. J'avais beaucoup aimé Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui était un coup de cœur, donc je me l'étais mis celui-là. Alors, vous le résumez, c'est vraiment un petit peu compliqué. On est dans un monde qui est le nôtre, sans être le nôtre. C'est-à-dire qu'on est dans un monde alternatif, voilà. Certains événements semblent s'être passés et d'autres ne se sont pas passés. Et là, on est en 2059. On commence dans une ville qui s'appelle Sion-Londres, qui est en fait Londres, mais qui a été renommée Sion-Londres. Et on a en fait des pouvoirs magiques. Il y a des personnes qui sont dotées de pouvoirs magiques. La clairvoyance, les 7 ordres de la clairvoyance. Vous avez les devins, les augures, les médiums, les sensoriels, les sauteurs, les furies, les gardiens. Ils ont chacun des spécificités sur leur pouvoir et tout. De l'autre côté, vous avez les humains normaux, qu'on appelle les amorotiques. Je crois qu'on dit comme ça. Et Paige est une clairvoyante qui fait partie de la catégorie des... Où est-elle, Paige? La rêveuse pâle, une sauteuse marche-rêve, surnommée aussi la Manonnette. Et donc, au début, on commence avec Paige, qui est dans ce Sion Londres. Elle travaille pour Jax, à la pègre des clairvoyants. Et un jour, elle va se faire capturer et elle va aller ailleurs. Elle va aller dans l'ancien Oxford, je crois. Elle va découvrir des créatures qu'elle ne pensait pas qui existaient. C'est très particulier. Mais j'en suis un peu près allée un petit peu plus loin, mais c'est dur de le résumer parce que c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais j'aime aussi beaucoup ce que je lis. J'en suis déjà à plus de la moitié. Samantha Shannon, c'est toujours des très bons livres. Donc voilà pour mes lectures. Maintenant, on va passer au petit unboxing. Bon, je sais ce que c'est. Par contre, le carton me paraît un peu petit, mais le premier tome est un peu plus petit, ça c'est vrai. Mais oui. Alors, il s'agit du premier tome d'Acotar en VO. Par contre, il me semble que c'est pas la bonne édition que je voulais. C'est pas grave. Je verrai plus tard. Acotar de Sarah J. Maas. Je les ai lus en français, mais j'ai envie de les relire en VO, plus tard, hein, pas tout de suite. Et surtout, je les voulais parce que
je me suis acheté sur A Touch of Magic Design, le Etsy, des jaquettes, les dust jackets pour aller sur les livres VO. Donc voici la première. Sauf que clairement, je crois que c'est pas le bon format. Ouais, clairement, j'ai pas pris le bon livre, je pense. Je ne sais pas où est-ce que j'ai bugué à ce niveau-là. Il faudra que je demande à quelqu'un qui les a pris. Je connais quelqu'un, mais clairement, bon, c'est pas le bon. Ça se voit tout de suite, c'est pas le bon. Ça me fait un peu caca. Mais bon, bref. Je verrai ça une autre fois. Voilà, du coup, là, c'est terminé. Après le souper, je vais aller faire un petit unboxing parce que j'ai reçu ma participation à la campagne Ulule de la chronique des fleurs d'opale de Yelena. Donc, je vais vous faire ça en petit unboxing. Je vous reprendrai plus tard dans la semaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous sommes le mercredi 27 octobre et je vous retrouve pour un petit vlog, une petite session vlog, car j'ai des colis à ouvrir avec vous. Et je peux aussi vous parler de mes lectures en cours. Alors, on va commencer par celui-ci. Normalement, je sais ce que c'est. C'est une suite de livres que j'attendais pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et oui, c'est bien celui-là. Il s'agit de la suite Bad Boys et un télo de Charlie Faro, qui est un livre auto-édité que Charlie vend sur Amazon. Alors, j'ai lu déjà le premier tome, avant le Pumpkin Autumn Challenge. On y parle d'un bad boy, comme vous imaginez, et de, comment s'appelle-t-il, Matt, et de Maëlle, une intello, qui vont s'allier ensemble. En plus, ils sont voisins, ils vivent pas très loin, mais ils n'ont jamais été amis. Elle, c'est une intello, elle fait partie des gens discrets de l'école. Matt, lui, c'est un des bad boys. Il a une petite copine, mais régulièrement, il va voir ailleurs. Et il y a de la psychologie aussi dans ce livre de Charlie Faro, puisqu'on y traite du deuil. Comment gérer son deuil, mais aussi du suicide et comment gérer le suicide. Je ne veux pas trop en dire pour pas vous gâcher le plaisir, mais voilà, il y a des sujets un petit peu sensibles. Donc si tout ce qui est suicide, le deuil, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu mal, peur, voilà, c'est peut-être à faire attention parce qu'il y a ceci dans cette duologie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Moi, j'ai vraiment bien aimé la première partie de ce livre. Donc, je vais vraiment me plonger avec plaisir dans cette seconde partie, qui est déjà sortie il y a un petit moment. Mais bon, moi, j'ai toujours un train de retard. Ah, et précision faite, elle sera pour... je sais qu'on est le 27 octobre, mais ce sera pour le book haul du mois de novembre. Je prends régulièrement mes livres pour le mois d'après, à la toute fin du mois. Mais ça comptera pour le mois de novembre dans le book haul du mois de novembre. Le deuxième colis... ici présent, qui est pour... Il y a quelque chose à moi? Ah non, il n'y a rien du tout à moi, en fait. Non, il n'y a rien à moi. Il s'agit de... mince. Il s'agit d'un cadeau de Noël pour l'une des deux choses. Et l'autre, je ne vous la montrerai pas, parce que c'est pour ma swappeuse. Donc un cadeau aussi. Des fois que tout d'un coup, elle voit la vidéo. Voilà, donc ça, c'est ce qui est pour ma swappeuse. Je ne montrerai pas. Et ça, c'est un cadeau de Noël pour les petits loulous au travail. Je vais aussi me le prendre plus tard, peut-être en décembre. Le voilà. Il est magnifique. Toute la meilleure maman du monde par Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. C'est la dernière sortie, il est tout récent. Je vous montre juste une ou deux images, mais je vous en reparlerai dans le book haul
le moment venu quand je l'achèterai. Par exemple, regardez. C'est juste magnifique. Les illustrations sont de Benjamin Lacombe et le texte de Sébastien Pérez, comme je vous ai dit. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme autre image avec le texte? Ben, par exemple, la couverture. Voilà. Les petits renards avec la page de texte. C'est un livre qui va aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et je leur ai montré au travail, et quand je leur ai montré, ils m'ont tout de suite dit qu'ils le voulaient pour Noël. Donc voilà, je commence mes cadeaux de Noël à l'avance, surtout pour les enfants, parce que cette année, on nous a dit qu'il pourrait y avoir un peu de pénurie de papier, certaines marques de chaussures, certains types de jouets aussi avec la cove. Il y a des retards dans les entrepôts, etc. Donc je préfère m'y prendre à l'avance. Je vous en reparlerai de toute façon en unboxing, et puis à un moment donné, je ferai aussi 1 ou 2 vidéos avec mes livres pour les enfants, puisque j'en ai plusieurs. Comme ça, on verra ça plus en détail. Peut-être qu'à ce moment-là, je l'aurai lu. Ensuite, bien, le début de semaine s'est bien passé. Lundi, j'ai travaillé. Là, ça fait 2 jours que je suis en congé. On s'est promené à Divonne-les-Bains. Autour de Divonne-les-Bains, il y a le Marais, avec la rivière, je crois que c'est la Versoix, qui traverse. Donc, on a fait toute la forêt, le Marais, avec les loulous en promenade. Je vous ai mis un tout petit clip. Alors, je ne sais pas s'il sera avant que je vous parle ou après. Donc, c'était super. En plus, il faisait grand soleil. Donc, on était vraiment bien. Malheureusement, j'espérais trouver pour mes photos pour mes petites photos, j'espérais trouver des pives de pain. J'espérais trouver plein de petites choses. Et au final, je n'ai rien trouvé. Donc, au final, comme je n'ai pas trouvé mes pives de pain et mes petites décos, je suis passée à Jardiland et ils avaient pour Noël, ils commencent à installer des pives de pain argentées pour Noël et des pives de pain à peu près, ouais, nature. Il y a un peu des paillettes dessus, mais c'est pas grave. Ouais, aller 1 heure en forêt pour ne pas trouver une pive de pain, un marron, une châtaigne. Voilà, j'étais contente. Et juste à côté, il y avait comment ça s'appelle, la drôlerie, un magasin de fêtes. Et j'ai pris des petites feuilles dorées et roses dorées pour faire mes photos de livres, etc. Et ça peut même me servir pour les limited edition. Je me suis aussi acheté lundi de calendrier de Noël. Voilà, avec des boules pour le bain pour le premier. Il était 22 € à peu près. Je dis à peu près parce que je l'ai acheté en Suisse, donc les prix sont pas les mêmes. Et le deuxième, Winter Spa, qui contient plein de petites choses pour le bain et le corps. Là, je vais m'arrêter pour les calendriers de Noël parce que j'espère que je vais y arriver. Kimi Collection a parlé sur les réseaux sociaux de faire un calendrier de Noël. Donc, j'aimerais bien le lui prendre. Il me semble qu'elle m'a dit par messagerie un petit peu ce qu'il y aurait. Je ne veux pas trop en dire, mais oui, ça me plairait bien d'avoir un petit calendrier de chez Kimi. Et il y a aussi Art of Box Shop, si je ne vous dis pas de bêtises, qui va aussi faire son calendrier spécial Disney. Donc j'aimerais bien prendre ces 2 calendriers. Sur Art of Box Shop, je crois que c'est Art of Box Shop, hein, je ne sais pas. J'ai plus le titre exact en tête et le téléphone n'est pas là. Mais du coup, oui, la première vente, il n'y en aura que 50 et la première vente est demain soir. Donc il va falloir que je sois au taquet. Sinon, niveau lecture, j'ai fini le tome 2 du Paris des Merveilles de Pierre Pével dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Ça reste très agréable comme univers, j'aime beaucoup, j'ai quand même mis un joli 17. Voilà, j'aime toujours autant le fait qu'on est à Paris, qu'on trouve les noms de rues, qu'on retrouve certains personnages qu'on a de notre histoire célèbre qui sont là-dedans ou qui apparaissent, leur nom, mais de manière magique, voilà. Tel et tel était en fait un mage. Là, on a aussi Merlin qui est toujours vivant dans ce 2e tome. On découvre les chats ailés. Voilà, il y a des dragons qui prennent forme humaine. C'est vraiment... j'aime beaucoup ça. Je passe un bon moment. Je ne sais pas le décrire vraiment plus en détail. Puis surtout, j'en parlerai plus en update lecture, mais j'ai passé un bon moment.
Et du coup, je suis toujours sur le tome 1 de The Bonne Saison, que j'aime énormément, vraiment. Je suis vraiment perplexe par contre entre Paige et Arcturus. Je ne sais pas où l'autrice va avec eux. Est-ce que là on est sur un enemies, mais ils commencent à devenir alliés? Mais est-ce que ça va juste être alliés ou est-ce qu'ils vont partir sur une histoire d'amour ou pas? On pourrait le penser, surtout que là en français on en est qu'au 3e tome, donc moi je suis sur le premier. Je ne sais plus s'il n'y a pas 7 ou 8 tomes en VO déjà, donc il y a de quoi faire. Hein. Ça veut dire que l'histoire va être longue, mais j'aime beaucoup le tempérament de Paige. J'aime bien, bizarrement, Arcturus. Il est censé être dans les méchants, mais est-il vraiment si méchant que ça? Je crois pas. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Je l'ai bientôt fini. Hein. Je crois qu'il me reste une centaine de pages à peu près. Après, il y a une petite nouvelle à la fin que je vais aussi me faire. Ça, c'est toujours pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avance doucement, mais sûrement aussi sur toutes nos couleurs. La lecture romance FF, que j'aime toujours autant. Je me dis que je suis même pas à 40%. Il s'est déjà passé beaucoup de choses. Je me dis, mais qu'est-ce qui va encore se passer en plus? Je pense qu'on va plus étudier des choses qui sont arrivées à Alex dans le passé. Parce qu'on découvre assez vite, ça spoil un petit peu que... Merci Thor, le chat qui vient faire du bruit. Ah. Ça spoil, attention je spoil un petit peu, mais on découvre assez vite qu'Alex, c'est vite au début du livre, donc Alex, notre héroïne, a fait une tentative de suicide il y a une année. Sa relation amoureuse actuellement avec son chéri, ça va plus, ils en vont plus. Voilà, elle est proche de cette fille, mais cette fille ne veut pas de relation sérieuse. Donc je pense qu'on va, j'imagine à un moment donné, avoir des soucis entre les deux femmes. J'imagine que celle qui ne veut pas de relation sérieuse va peut-être vouloir mettre un terme à cette relation. Les parents d'Alex, il y a des conflits avec eux. Je crois qu'on va bientôt les voir parce qu'on nous en parle de plus en plus. Bon, j'ai vraiment hâte de voir ce que la suite de cette histoire nous réserve. Et j'ai finalement commencé il y a 2 jours, parce que je ne pouvais pas faire autrement, des poils de chat, Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin, que j'ai remplacé, comme je l'avais dit, par un palais de flammes d'argent, comme la Martinière a encore repoussé ce livre. Mais aucun regret, j'en suis déjà à la page 108, et je peux vous dire que j'adore, c'est Ophélie Duchemin, il n'y a pas de souci avec elle, j'adore cette réécriture qui est à la fois différente du conte original, du dessin animé de Disney, mais en même temps on y retrouve certaines petites pointes. Voilà, j'ai un personnage qu'on voyait déjà dans le premier tome, quand on nous le décrivait, un homme, et tout, je me disais, mais ne serait-ce pas, étant donné qu'il est magique, ne serait-ce pas la version en quelque part masculine de Ursula? Et j'ai l'impression que ça va être le cas, parce que là, il y a une scène avec lui, et il est décrit comme étant, je ne sais plus comment le nom dans la langue, mais grossièrement, ça veut dire le monstre des mers, le monstre des océans, quelque chose comme ça. Donc ça correspondrait un peu à la sorcière des mers, mais en version masculin. À voir si c'est le cas, c'est ce que je suppose, hein, mais c'est une supposition. Mais le chat, tu peux laisser mon lit en paix? Il t'a fait quoi mon lit, Thor? Excusez-moi, mais oui, on verra. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup et je vais continuer à le dévorer parce que ça se lit tout seul, parce que c'est juste magique, parce que c'est Ophélie Duchemin, tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je crois que c'était déjà pas mal. Je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard. On est le samedi 30 octobre. Je vous reprends pour une petite session vlog. Je vous ai pas repris ces 3 derniers jours, parce que c'était pas franchement très intéressant. J'ai reçu 1 ou 2 colis, mais bon, c'était pas vraiment captivant. Surtout qu'il y a un des colis que j'ai reçu aujourd'hui même, qui est pour une de mes swappeuses. Et comme je sais qu'elle regarde un petit peu mes vidéos, je vais pas vous montrer. J'étais très contente de ce que j'ai reçu. J'espère vraiment que ça lui plaira. C'est un objet personnalisé que j'ai fait faire sur mesure, sur La Belle et le Clochard. Donc voilà, on croise les doigts, c'est pour le swap Noël.
Sinon, au niveau boulot, bah, j'ai bossé hier, vendredi, de 9 h jusqu'à aujourd'hui, 15 h 30 à peu près. J'ai d'abord gardé les enfants chez eux, et puis après ils sont venus dormir à la maison. On a fait un petit Halloween, du coup on a fait de la soupe à la courge qu'on a donnée à tous les voisins du palier, en échange de quelques bonbons. Bon, j'étais passée la veille donner les bonbons. Alors certains m'ont dit c'est nous qui fournirons les bonbons, il n'y a pas de souci. Mais d'autres, voilà, on avait un stock de bonbons. Voilà, j'estime que c'est pas forcément aux gens de payer pour les enfants comme ça. Donc on a fait le tour. D'abord hier on est arrivé, on a fait notre soupe. Je vous raconte pas, ma maman était en panique. On voit qu'elle n'a pas l'habitude de s'occuper d'enfants, qu'elle a perdu l'habitude. Parce qu'ils adorent cuisiner, ils adorent couper les légumes, ils ont coupé les patates, ils ont coupé les poireaux. Ils adorent participer, ils adorent regarder. Après on a aussi fait un gâteau à la courge pour nous. Donc ils ont coupé, ils ont mis des petits bouts de jambon, ils ont piqué la pâte, ils ont mis les ingrédients, le lait, tout ça, la crème, les œufs, ils ont tout mélangé. Donc voilà, mais ma maman c'est « Ah, on est en retard, on est en retard, on est en retard. J'avais dit aux voisins qu'on passerait à telle heure et tout. » Bah oui, mais avec des enfants, c'est comme ça. On n'est pas tout le temps à l'heure. On essaye de l'être, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc c'était sympa. Après, une fois, on les avait déguisés, bien sûr. On s'était maquillés, tout le monde. Moi, je les ai maquillés. Et ma maman et moi, on s'est maquillés. C'était absolument hideux. Je vous passerai les détails. C'était vraiment... Non, mais c'était lamentable. Au moins, on a tous bien rigolé, les enfants, ma maman, moi et certainement les voisins. Quand ils ont vu ma tête, ils m'avaient fait un espèce de nez rouge en sang, des croix noires. Enfin bref, c'était absolument horrible, horrible, c'est le cas de le dire. Et une fois qu'on est passé faire les bonbons, on a donc mangé, on avait fait une jolie table. Je l'ai faite avec les enfants. On avait acheté, les enfants et moi, le papa m'avait donné un budget. On avait acheté toutes les petites fournitures il y a quelques semaines en arrière à Jiffy. Je vous mettrai une photo juste après. Comme ça, vous verrez la petite table Halloween qu'on avait. Par contre, je ne mettrai pas de photos des enfants. Comme j'ai dit, ça reste du domaine privé. Et sinon, jeudi, j'ai reçu un colis, mais je n'avais pas envie de vous prendre juste pour ça, parce que j'avais vraiment rien d'autre à vous dire. Donc, je vous le montre maintenant. Mais bon, beaucoup de monde l'a reçu, donc... Oui, je montre le dos. Un de Saxus, mais pas n'importe lequel. Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Je ne sais pas si vous verrez bien comme il brille, mais il est magnifique. C'est franchement, je crois, un des plus beaux de Saxus que j'ai eu, avec l'or et la cité de laiton. Franchement, à ce niveau-là, leurs éditions reliées sont vraiment sublimes. Puis même l'intérieur est trop joli. Regardez la page. Vraiment magnifique. Alors, il n'y a pas de carte, par contre. Bon, apparemment, c'est le cas. On est sur du fantasy, bien sûr. Avec moi, c'est du fantastique ou du fantasy. J'ai entendu parler de ce livre par Solène, de Livrement Addict. Elle en parle depuis des mois, Solène. Et elle donne tellement envie de le lire. J'ai découvert à Cotard il y a quelques mois, qui est maintenant une saga coup de cœur et une autrice coup de cœur. Et pour vous expliquer, Solène, quand elle parle de cette saga, elle en est au tome 3 pour sa part, elle explique que c'est gentiment peut-être en train de détrôner à Cotard pour elle. Et son à Cotard, ça fait 5 ans, comme elle nous dit, que c'est son top 1 dans tous les livres qu'elle a pu lire. Donc ça veut tout dire. Elle donne mais vraiment envie depuis des mois. J'attendais cette traduction. J'étais bientôt prête à le lire en VO, tellement elle donnait envie. On est sur du fantasy. On est avec une jeune femme, Poppy, qui apparemment vit un peu... D'après ce que j'ai cru comprendre, elle vit un peu recluse. Parce qu'elle doit être... comment est-ce qu'on appelle ça? Elle a été choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère dans son royaume. Sa vie, c'est pas vraiment la sienne parce qu'elle est isolée de tout le monde. Elle n'a pas le droit d'être touchée ni regardée. Donc, elle porte un voile sur elle. Bref, elle est sans contact avec l'extérieur parce qu'elle doit elle doit faire un jour une ascension. Donc, elle doit être pure. Oui, alors, une maiden, traduire ça par pucelle en français. Une maiden, c'est plus une... maiden. Ouais, quoique. Bon, pucelle, je trouve que c'est un peu fort, mais je sais par contre, encore une fois, par Soli, que ce livre est extrêmement olé olé, comme elle dit. C'est chaud là-dedans. Hein. Si, en effet, moi je trouve déjà que, par exemple, le dernier à Cotard, qui va bientôt sortir en français, est très chaud, mais il paraît que dans cette saga, c'est encore plus chaud. Alors peut-être plus dans le tome 2 et le tome 3, mais... et en effet, j'ai vu passer des fanarts
Je ne sais pas pourquoi. Je vois passer des fanarts des fois au milieu de mes recherches à Cotard. Bref, ça me spoil un petit peu, mais c'est pas grave. Et j'ai carrément vu des fanarts où il y a Poppy avec 2 hommes. Donc oui, alors apparemment c'est ce que les fans aimeraient. C'est de la fantaisie. C'est pas arrivé dans le livre, mais voilà. J'ai quand même eu des rumeurs comme quoi l'autrice allait faire ce genre de choses dans le prochain tome. Donc oui, pour vous dire, ça a l'air assez chaud. Hein. Si on a dans un prochain tome peut-être un truc à 3, autant dire qu'on est encore plus chaud que chez Cotard. L'objet livre est en lui-même absolument magnifique. Non mais regardez-moi cette fourre. Enfin, c'est même pas la fourre, c'est le livre en lui-même. Mais il est juste trop beau. Et puis derrière le côté aussi, la tranche. Il est juste... Alors derrière, il n'y a rien par contre, mais il est tellement beau. Ils y ont mis du cœur hein, sur celui-là. Et vu comme il était attendu, je pense qu'ils peuvent. Je suis vraiment, vraiment super contente de l'avoir. J'ai hâte de le commencer. Il faut que je regarde. J'ai vu que Solène avait annoncé qu'elle allait faire une LC sur un Discord à partir de dimanche, donc demain le 31 ou lundi. Et on doit aussi le faire en LC sur le Discord où je suis membre de LC justement. Donc j'espère qu'ils vont le mettre dans les premiers, comme ça je peux faire les 2 LC en même temps sur 2 Discords différents. Mais j'ai vraiment hâte de commencer cette saga. Ma maman l'a vue et ça lui a déjà donné envie. Ensuite, j'ai terminé The Bonne Season, saison 1 de Samantha Shannon. Alors, il n'est pas tout à fait terminé dans le sens où je suis en train de lire la nouvelle qui est à la fin. Je sais pas, ça fait une centaine de pages, quelque chose comme ça. Le tome 1.5, ils ont appelé ça. Mais j'ai terminé le tome 1 en lui-même et je suis vraiment, j'ai bien aimé cette lecture et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Il y a un personnage, c'est celui d'Arcturius, qui me... Attendez, j'ouvre au chat. Le personnage d'Arcturius m'intrigue énormément. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Ce qu'on lui réserve à ce personnage, puis aussi bien sûr à Paige. Hein. Et puis à quelques autres, comme Nick, que j'aime bien aussi. Je ne suis pas très fan de Jackson, par contre. Je dois avouer que celui-là, ça coince un petit peu. Mais j'ai bien aimé. J'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite. En français, pour l'instant, on en est au tome 3. Je crois qu'en anglais, il y a 8 tomes. Quelque chose comme ça. On verra. Ensuite, j'ai commencé, mais alors je suis au tout début. Le tome 2 de Sœur de sang, Feu sacré, de Nikki Popretto. C'est aussi un univers de fantasy. Mais cette fois, je pense, comme vous le voyez avec le phénix, on n'y parle pas de dragon, mais de phénix. Et ça, je trouve que c'est bien, parce qu'on parle souvent de dragon, lien dragon, dresseur, mais moins de phénix. Et moi, j'aime bien aussi les phénix. On y suit Véronica et sa sœur. Je vous résume un petit peu le tome 1, hein, je ne vais pas résumer le tome 2. Donc, Véronica et sa sœur, comme elle s'appelle, Val, voilà. Elles sont orphelines depuis toute petite. Leurs parents étaient des dresseurs de phénix. Et elles étaient élevées par une Moira. C'est pas leur vraie grand-mère, mais c'était tout comme. Et puis, leur but, c'était de trouver des phénix pour rallier en secret, parce qu'elles étaient persuadées qu'ils existaient encore, les dresseurs de phénix. En effet, il y a quelques années, je ne sais plus, une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, il y avait une guerre entre deux sœurs, Avalkaira, excusez-moi, je l'écorche. Je vais essayer de le retrouver dans le roman, ce sera plus simple. Avalkira et Feromnia, comment elle s'appelle ta sœur déjà? C'est pas facile les noms dans ce livre. Voilà, Féronia. Avalkira et Féronia, qui étaient deux sœurs, qui se combattaient un peu l'une contre l'autre, et au final, les deux sont mortes, et puis maintenant, le royaume est gouverné par le conseil. Voilà, le règne du conseil. On appelle ça le règne du conseil. Et du coup, le règne du conseil il pensait avoir fait exterminer tous les dresseurs de phénix, leurs phénix et les œufs de phénix. Mais ce n'est pas le cas. Et nos deux sœurs cherchent un œuf de phénix qu'elles vont trouver. Ça, c'est le tout début du tome 1. Je ne vous apprends rien. Hein. Elles vont trouver un œuf de phénix qu'elles vont faire éclore. Et l'œuf va choisir Véronica comme étant sa dresseuse. Et après, il va se passer des choses
entre les sœurs. Je ne vous raconterai pas tout, mais elles vont se séparer. Et Véronica va finir par trouver les dresseurs de Phoenix. Mais on ne suit pas que le point de vue de Véronica et Val. On suit aussi Sève, qui est justement un soldat pour l'Empire, enfin pour le règne du Conseil, mais il est soldat contre sa volonté. En fait, ses parents étaient dresseurs de Phoenix. Lui-même a réussi à fuir, mais pour sa sécurité, il s'est enrôlé dans cette armée, mais il ne pense pas comme eux. Il n'est pas du tout comme eux. Il réalise au fil du temps que ce n'est pas sa place. Voilà, tout simplement. Ensuite, on suit Tristan, qui lui est le fils de l'actuel chef, entre guillemets, des dresseurs cachés de Phoenix, et qui espère devenir autre chose qu'un apprenti. Ça, c'est toujours le tome 1. Et c'est vraiment juste pour vous raconter les personnages. Je ne vous raconte pas l'histoire en elle-même. Donc voilà, on suit ces différents personnages qui finissent par se rencontrer à un moment donné du récit. Et là, on est dans le tome 2. Je ne vous dirai pas ce qui s'est passé dans le tome 1. Pour l'instant, ça se lit bien. Moi, j'aimais beaucoup le tome 1, donc j'ai vraiment hâte de continuer. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus à fond sur ce dernier livre. Et oui, toujours. J'en suis à la moitié, à peu près. Oui, il y a 2 marque-pages, parce que ma maman le lit aussi. Je lui ai fait découvrir à ma maman Ophélie du Chemin avec Rose éternelle, et elle a directement enchaîné derrière avec Murmure de l'océan. Elle a aussi, comme moi, eu un coup de cœur sur Rose éternelle, sur l'écriture d'Ophélie, sur son histoire en elle-même, sur la magie autour, bref. Ophélie, c'est juste... en tout cas, ces 2 livres-là, c'est de la magie pure, c'est du bonheur pur, c'est... En plus, une autrice française, comme ça, pas toujours à regarder les auteurs internationaux. Des fois, chez nous, il y a tellement de talent. Donc, j'avance bien dans ma lecture, mais je suis juste urgent. Je ne veux pas trop en dire parce que pour pas déjà embêter les gens qui vont devoir attendre jusqu'au mois de juillet que ce livre sorte. En plus, pour l'instant, il est disponible donc que dans les packs 2022 et dans certaines mystery box. J'ai lu qu'il allait être en vente en avant-première sur un salon littéraire, je ne sais plus où. Il faudrait regarder sur le site de Plume Blanche parce qu'ils font plusieurs salons. Donc dans quelques semaines, il va être en vente. Si vraiment vous voulez, vous allez au salon littéraire où il sera, où la maison d'édition sera. Mais sinon, vous ne pourrez pas l'avoir avant le mois de juillet. Donc je ne veux pas trop en dire, mais c'est vraiment un bijou. Si vous avez aimé Rose éternelle, vous aimerez, je pense, forcément celui-là. Je trouve vraiment les personnages attachants. J'adore Aileen, j'adore Eric, forcément. Eric est un de mes princes préférés. Oui, alors Ophélie a gardé le nom d'Eric pour Eric. On sent encore une fois l'influence un petit peu de Disney dessous, mais ça reste toujours fait de manière très sympa, très agréable. C'est pas copié ou quoi que ce soit. C'est une influence et c'est réécrit à sa sauce. Par exemple, Aileen a un petit compagnon marin. J'en dirai pas plus, mais oui, c'est clairement Polochon. Mais sauf que c'est pas un poisson lune, voilà. On a donc Eric. Eric, c'est Eric. Mais c'est pas Eric comme on a dans le dessin animé. C'est vraiment Eric a toute une famille autour de lui, alors que dans le dessin animé, à part le majordome, Grimsby, je crois qu'il s'appelle, Grimsby, je sais plus, il a personne d'autre. Là, on voit d'autres personnages autour d'Eric, il a d'autres membres de sa famille. Il y a aussi, à quelque part, j'ai envie de dire, on pourrait retrouver un peu le majordome. Dans une description que j'ai pu voir là, juste une fois, ce personnage m'a fait un petit peu penser à la manière dont Ophélie le décrit, au majordome, oui, d'Eric. Et là, on a un autre personnage, je ne veux pas dire lequel, qui est apparu il n'y a pas longtemps en arrière, absolument trop choupinet, qui est aussi dans La Petite Sirène, et il porte le même prénom. C'est pour ça que je ne dirais pas lequel. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est qu'en même temps, voilà, Ophélie remet une touche personnelle, une histoire complètement inventée, complètement différente, tout en gardant quelque chose de similaire au dessin animé qu'on a connu chez Disney, et peut-être au conte d'origine, ça j'en sais rien, parce que moi le conte d'origine je ne le connais pas vraiment. La version que je connais, c'est un dessin animé qui a été fait aussi, à peu près en même temps que La Petite Sirène de Disney, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelait. Mais la sirène s'appelait Marina, elle avait la queue bleue. Par contre, il finissait d'une tragédie, mais monumentale, puisque je crois que c'est le vrai conte, il se finit comme ça d'ailleurs. Marina finissait par se sacrifier pour que son prince vive. Oui, d'accord. Ce dessin animé, je l'adorais aussi d'ailleurs, même s'il me faisait à chaque fois pleurer. Si je le reverrais maintenant, je crois que je pleurais encore. Avec son petit dauphin qui crie à la fin Marina, Marina, alors qu'elle devient écume de mer. Voilà. Mais
Là, je ne sais pas où on va aller. J'espère qu'on n'ira pas sur ça, hein, parce que je serais malheureuse. Mais non, là, pour l'instant, mais c'est juste un bonheur. Et alors, franchement, Ophélie a fait quelque chose dans ce tome. Encore une fois, je ne veux pas trop en dire pour garder les surprises et parce qu'il sort vraiment dans très longtemps. Mais il y a quelques chapitres en arrière, on a découvert un lien entre deux personnages. Et du coup, on peut dire, oui, ce livre a aussi de la représentation. Je ne vous dirai pas quelle représentation. Je pense que ceux qui me connaissent un petit peu sauront quelle représentation j'apprécie. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais du coup, j'ai trouvé ça super qu'Ophélie ait fait ça. Vraiment, merci de mettre de la diversité, de la représentation dans des livres de fantasy. C'est toujours agréable. Et je ne l'avais pas vu venir. Mais alors, vraiment pas. Je me doutais que ce personnage-là, il y avait un truc. Quand il parlait avec Aileen, je me disais, il y a un truc. Il manque un truc. Il n'est pas sincère avec elle. Il lui dit pas tout. Mais je pensais que ça la concernait, elle. Ah oui, non, mais alors, pas du tout. C'était pas vis-à-vis d'Aileen. Mais ce livre est juste un bijou et je pourrais vous en parler pendant des heures déjà, je crois. Donc je vais m'arrêter là. Je vous dirai juste que si vous aimez La Petite Sirène, lancez-vous quand il sortira parce qu'il est juste magique. Et pour l'instant, il n'y a pas besoin d'avoir lu Rose Éternelle si vous n'êtes pas fan de La Belle et la Bête. Je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir lu Rose Éternelle. Alors, il y a un ou deux passages où on parle de Méliane et Adriane. Je crois que c'est ça, hein? Méliane et Adriane. On parle d'eux une ou deux fois, on les évoque vite fait. Et il y a, oui, un personnage qui revient dans les deux livres, qui, je pense, au final, va peut-être être le grand méchant. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est un personnage que je pensais dans le premier tome, pas le premier tome, mais vous voyez ce que je veux dire. En Rose Éternelle, je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas la réinterprétation d'un personnage de La Petite Sirène? Et plus j'avance dans ce récit, plus je me dis que c'est la représentation de ce personnage, mais de sexe opposé. On verra si c'est le cas ou pas. En tout cas, voilà. Moi, je ne peux que vous le conseiller. J'arrive pas à le lâcher, c'est juste ça. C'est terminé pour ce vlog. Je crois qu'il sera déjà bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!